Donc, on a une collection, pour le moment, une collection principale qu'on va appeler décor. Donc, en double-cliquant sur le nom, je peux la renommer. Et on va créer une nouvelle collection, new, qu'on va cette fois-ci appeler avion, puisqu'on va s'occuper de l'avion. Donc, en fait, les collections, c'est un petit peu comme des calques dans Photoshop ou Illustrator. Enfin, c'est un petit peu comme une manière d'organiser aussi ces différents éléments pour ne pas avoir tout dans la vue. Ici, par exemple, le décor, je peux maintenant le cacher facilement, juste en cliquant sur l'œil. Et donc, il ne sera plus dans mes pattes pendant que je vais m'occuper de l'avion, par exemple. Donc, cet avion, c'est un modèle OBJ. On va importer le modèle Wavefront OBJ et on va aller le chercher dans nos sources. Donc c'est le biplan. Donc biplan c'est l'avion, pilote c'est le pilote de l'avion. On va le prendre après. D'abord le biplan. Voilà, il est assez grand. Il arrive avec sa texture déjà placée. On va avoir deux petites choses à faire, notamment au niveau de l'hélice là. Et on va aussi importer un autre OBJ qui est le pilote. Voilà, on importe et il est juste à la bonne place, juste à la bonne taille. Mais comment je vous ai pré-mâché le travail. Donc on va un petit peu aménager ça quand même parce que notre avion est beaucoup trop grand par rapport à notre projet. La première chose qu'on va faire, c'est s'arranger d'abord pour replacer les points de pivot par rapport aux objets. Donc ici, si je prends l'avion, on voit que son point de pivot est au centre du monde, ce qui peut être très bien dans certains cas. Dans notre cas, c'est moins intéressant. Donc, je vais sélectionner l'avion et je vais aller dans Objet, Set Origin, Origin to Géométrie, la deuxième option. Et pour le pilote, eh bien, je vais faire pareil, Objet, Set Origin, Origin to Géométrie. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Alors le pilote qui est en fait un bout d'un objet qui représente on va dire une base pour faire de la sculpture, pour créer un personnage. Bref, on va l'appeler pilote. Hein, et ça ne sert à rien, on n'a pas besoin d'avoir de détails, etc. Parce que dans l'absolu, on ne sera jamais assez proche que pour voir que ce n'est jamais qu'un objet très basique. Et on va aussi le rendre enfant de l'avion. Donc c'est-à-dire que dès qu'on bouge l'avion, eh bien le pilote le suit. Donc la relation enfant-parent est aussi quelque chose de très essentiel en 3D. Donc on a deux types de relations. On a cette relation enfant-parent où c'est fixé une fois et pour toutes, un peu comme dans la vraie vie. Hein. Vos parents sont vos parents jusqu'à votre mort, enfin, jusqu'à leur mort, enfin même après, non, jusqu'à ce que le monde se termine. Ce seront vos parents à tout jamais. Tandis qu'on a une autre relation qui est une relation de contrainte. Alors, oui, ça peut paraître un peu moins drôle, mais une relation de contrainte, c'est un peu comme une relation d'amitié. Hein. Donc, en fait, elle est active aujourd'hui et puis elle ne l'est plus demain. Parce que demain, vous avez d'autres amis que ceux que vous avez aujourd'hui. Bref, donc, on a ces deux types de relations. On pourrait rendre le pilote contraint d'être dans l'avion, mais dans ce cas-ci, comme le pilote ne va jamais sortir, donc on ne doit pas animer le fait qu'il est lié à l'avion, eh bien on peut utiliser le parentage. Donc pour ça, je sélectionne le pilote, je sélectionne un peu ce qu'on a fait avec le nom et avec la caméra. Je sélectionne ensuite l'avion et en fait, je vais faire un CTRL P, parentage. Voilà. Alors, donc, on a notre pilote qui va d'office suivre l'avion. Ce qu'on va encore faire, c'est changer, enfin, mettre une, pas changer, on va mettre une hélice ici autour de l'avion. Mais avant ça, il est un peu trop grand. Donc, avant de commencer à faire des choses dont on va quand même changer la taille, rapetissons tout ça. Donc, si je prends maintenant juste l'avion, je peux changer sa taille S. Voilà, je vais le faire beaucoup plus petit et je vais le placer au centre du monde parce que quelque part c'est plus facile qu'il soit là. Donc cet avion qui pour le moment n'est pas non plus bien rangé dans son... Ah si, il est dans mon... Je n'ai rien dit. Donc il est bien dans sa collection et je vais le mettre au centre du monde, comme ça il sera bien placé. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, simplement en allant changer ses positions ici et en mettant 0 partout.
Non, 0 là, ça m'a fait passer dans la caméra. 0 ici, voilà. Je vais sortir de ma caméra et je vais me rapprocher de cet avion. Ok, donc là il est au centre du monde. Donc maintenant, une chose que je peux encore faire, puisque cet avion il va être animé, je vais lui donner un contrôleur. Donc en fait, quand on fait de l'animation en 3D, c'est une très mauvaise idée d'animer directement les objets qu'on a construits. On va toujours passer par un objet intermédiaire qu'on va appeler contrôleur. Pourquoi? Imaginez maintenant que on a fait cet avion, que c'est pour un client, que c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un, etc. Et ce client, il vient nous dire ah ouais, mais non, moi, un avion français, c'est pas ça que je voulais. Je voulais un avion américain avec une belle étoile, etc. Ok, donc on peut changer la texture. Ouais, mais je voulais aussi un modèle un peu différent. Je voulais qu'on voit, je ne sais pas moi, quelque chose ici. On voit les échappements de moteur, etc. Et vous avez déjà fait toute l'animation de votre avion et tout, et il vient vous dire ça après. D'accord. Si vous n'avez pas cet objet de contrôle, ça va être la croix et la bannière pour rajouter ces petits détails sur votre avion. Alors que si vous avez cet objet de contrôle, il suffit simplement de détacher l'avion de son contrôleur. On le remet tout simplement à 0, on fait les modifications et on le remet dans son contrôleur et l'animation est toujours là. On a toujours gardé son travail. Alors, ça permet de gagner pas mal de temps de travail et ça, on aime vraiment bien. Donc, il faut toujours penser à ne jamais animer les objets directement, mais utiliser un contrôleur pour les animer. Et un contrôleur, ça peut être simplement un cercle. Donc, je vais ajouter une courbe parce que les courbes ne sont pas vues par le moteur de calcul. En fait, le moteur de calcul ne voit que la géométrie. Donc, les courbes, ce n'est pas de la géométrie, ce sont juste des lignes. Donc je peux créer un cercle, évidemment qui doit être d'une certaine taille. Et ça va faire un peu comme si on était dans FIFA. Hein. On a un cercle pour déplacer notre objet. Hein. C'est plus facile. Donc on a ce cercle et on va appliquer, encore une fois c'est toujours la même chose, on va appliquer la transformation. Donc j'ai mon objet, je vais appliquer le scale pour être sûr que je sois à 1 sur 1 sur 1. Et je vais pouvoir ainsi le rendre parent, après lui avoir donné un nom intéressant, genre contrôle underscore, donc souligner avion, voilà. Et donc je vais sélectionner l'avion, je vais sélectionner ce cercle et je vais faire CTRL P, parce que là aussi, ce n'est pas une relation qui va évoluer dans le temps. Ok, donc maintenant quand je veux déplacer mon avion, ben, je sélectionne ce cercle et je peux déplacer l'avion. Et si je veux même changer sa taille, ça marchera aussi. Donc si je dois changer sa taille, eh bien ce sera tout à fait faisable. Donc on a cet avion et on va maintenant se concentrer un petit peu sur son shader. Donc je vais rentrer dans le shading. Je vais activer mon render it pour voir l'effet dans la caméra. Et là, on voit tout de suite quand je suis ici que cet avion, il est sympa, mais en même temps, il reflète la lumière de manière pas tout à fait intéressante, en fait, pas tout à fait crédible, on va dire. En fait, l'idée, c'est que ici, on voit quand je me place dans n'importe quelle vue, j'ai un reflet de lumière qui est très important. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'effet Fresnel quand on a fait le matériau du désert. Et bien ici, on va utiliser un effet un peu semblable, enfin c'est un effet Fresnel aussi, mais une variation qu'on appelle le facing, comme face, hein, visage, enfin bref, face, être de face. Donc je vais ajouter un node dans Input. On a le Layer Weight, dans lequel il y a aussi Fresnel d'ailleurs, mais nous on va utiliser le facing dans ce cas-ci. Et ce facing va agir sur le roughness. Donc, plus mon roughness est bas, plus j'ai quelque chose qui ressemble à un miroir. Plus il est haut, plus je n'ai plus aucune réaction de brillance sur le matériau. Alors, il faut quand même, l'air de rien, qu'ils soient un petit peu... Certains vous diront même que tous les matériaux sont un petit peu brillants, même s'ils paraissent mat. Donc il faut toujours un petit peu de roughness. Et donc imaginons que quand je suis ici plus ou moins en face, eh bien je me dise que je veux voir les choses aux alentours de
0.6, mais quand je suis vraiment très très proche, comme ceci un peu, puisque tout matériel doit avoir un peu de réflexion, ben je voudrais que ce soit plutôt qu'on soit plutôt dans les 0,2, 0,3, enfin dans ces eaux-là. Donc je veux une variation en fonction de l'angulation. Donc le facing peut m'aider à ça, mais tout seul il ne va pas y arriver. Donc on va lui ajouter un autre node qui est un color RGB curve. Et donc lui, il va en gros, en fonction de la courbe qu'on va dessiner ici, et en sachant que on va prendre le facing, qu'on va le faire rentrer dans ce node par la couleur, et que c'est la couleur qui va partir dans le roughness, on va pouvoir régler ce problème. Donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, quand je suis ici, je voudrais avoir un petit effet de luisance que je n'ai pas, et que je peux avoir si j'augmente ceci et que je baisse l'autre valeur. Voilà, et donc là, j'ai cet effet miroir, mais beaucoup trop. L'idée, c'était qu'on soit dans les 0,2, la valeur qui est ici en dessous, elle est, on va dire 0,2, quelque part par là. Et en fait, quand je suis de côté, enfin, ou quasiment que je regarde de face, l'idée, c'est que j'en ai quand même un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, et notamment ici sur les ailes, hein, on voit l'effet sur les ailes. Et donc l'idée aussi, c'est que ce ne soit pas une ligne droite, parce que dans la vraie vie, c'est jamais une ligne droite. Donc on va faire, et on va un peu modifier ça, on va faire une courbe un peu dans ce goût-là. Alors vous ne devez pas être précis au millimètre près. L'idée, c'est d'obtenir quelque chose qui a une variation. Ça, c'est quelque chose qui... cette disposition-ci, enfin cet arrangement-ci, donc le layer weight avec la courbe ici qui va dans le roughness, c'est ce qui va le petit truc qui va vous donner des matériaux un peu plus réalistes. Ok, donc on n'est pas vraiment tout à fait dans un objet très réaliste puisqu'il est destiné aux jeux vidéo, mais bon, soit. Donc on va utiliser cette technique-là. Donc sinon, on remarque que par défaut, on a déjà l'image. Donc c'est cette image, si je vais voir dans dans une vue, comment est-ce que je vais faire ça? Je viens venir ici, c'est peut-être pas besoin. Oh ben on l'a là, que je suis bête. On a cette vue image editor. Donc qu'est-ce que c'est que ce SOP Camel C? En fait, si je vais dans ma bibliothèque, SOP Camel C, c'est la texture qui est placée sur mon objet. Alors pourquoi est-ce qu'elle est placée comme ça? Parce que ça répond au dépliage UV. Rappelez-vous, on a un petit peu parlé de ce dépliage UV quand on a fait le displacement pour le désert. Qu'est-ce que ça pourrait donner si je regardais par rapport à cet avion? Donc si je rentre en mode sous-objet dans l'avion, parce que ça se passe au niveau sous-objet, et que je sélectionne toutes les faces. Donc ici je suis dans l'image editor, je devrais plutôt être dans l'UV editor, donc je peux avoir cette fenêtre là qui va s'afficher, UV editor, et là on voit, donc ça c'est le dépliage UV. Donc c'est quoi? C'est en gros on a pris cet objet et on l'a mis à plat, un peu comme si vous preniez une boîte en carton et que vous commenciez à détacher tous les bords pour la mettre complètement à plat. Donc pour avoir une sorte de patron. C'est un peu le patron, enfin si vous avez une des petites notions de couture, enfin je ne dis pas que vous devez en avoir, mais voilà. Donc c'est un peu le patron pour faire un costume pour notre objet. Voilà, on le met à plat et on obtient comme ça des références pour pouvoir placer la texture. Alors souvent on part du principe qu'on a modélisé l'objet, qu'on met à plat et puis on va dans Photoshop ou autre logiciel et on commence à dessiner la texture. Vraisemblablement c'est ce qui a été fait ici. Ou alors on va placer les différentes... On va éditer ces différents UV pour que ça corresponde à une texture qu'on a récupérée quelque part sur Internet. Donc tout ça juste... pour vous dire, parce que ce n'est pas une opération qu'on va faire dans le cadre de cet exercice. Donc, puisque c'est déjà fait pour nous. Alors, on va revenir dans le Image Editor. On a le couleur.
On a aussi, on va pas l'utiliser, mais ceci est donc une image spéculaire. Donc ce serait une image qui va un peu atténuer la manière dont le spéculaire donc c'est l'intensité de la brillance, hein. Mais en fait, comme on joue avec le Fresnel ici, on n'a pas, enfin pas le Fresnel facing, on n'a pas vraiment besoin, dans le cadre du projet ici, on n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de détails, donc on ne va pas l'utiliser. Et voilà, donc le reste, on les a déjà explorés. Alors, on a donc ce matériau, ça c'est bien. Maintenant, on va un peu s'intéresser à l'hélice. Donc cette hélice, ça va être un cylindre. Donc on peut ajouter un cylindre. Alors je vais ajouter un objet mesh cylindre. Il n'a pas besoin d'être plus défini que ce qu'il est là. Donc il a 32 faces. C'est très bien. Peut-être juste que ce qu'on va lui proposer, c'est d'être... animation, je reviens dans mon shading, pardon. On va juste lui proposer, disais-je, d'être en shade smooth. Voilà. On va changer sa taille sur les Z, S, Z, pour l'écraser, pour qu'il soit très bien écrasé. Alors, on va lui donner une rotation en X, R, X 90. Voilà, jusque-là, tout va bien. On va, tant qu'on est là, appliquer la rotation. Comme ça, on a récupéré ces axes normaux, on va dire. Et on va le placer. Alors pour le placer, ce serait mieux d'être dans une vue orthographique. Ici, on est dans une vue perspective. Vous voyez, ici l'icône, vue perspective. Et l'idée, ce serait d'être dans une vue de face orthographique. Donc une vue plan sans perspective pour pouvoir le placer correctement là où il doit être. Si je maintiens le Alt enfoncé et que je clique milieu, on a déjà vu ce raccourci. On l'a déjà utilisé dans le cadre du premier exercice. Donc je suis vraiment de face. Et donc là, je peux mieux le placer. Je peux voir que, en fait, si j'active ma transparence, qui ne me donne pas grand-chose d'intéressant, je vais activer mon wireframe, ce sera encore mieux. Je vois que ici, mon objet, son point de pivot devrait être un peu plus bas pour être au centre du moteur, enfin voilà, donc il doit être ici. Et après je vais changer sa taille, mais uniquement sur l'axe des Z et des X. Je ne veux pas grossir mon cylindre, je veux juste changer sa taille pour qu'il devienne ici un peu plus grand. Donc je vais faire cette opération en faisant un S majuscule Y. Et donc là maintenant, quand je change la taille, je ne le change dans tous les axes sauf le Y. Alors je recule parce que je ne me suis pas donné assez de vue et je refais l'opération S majuscule Y. Ça fait un peu mal aux doigts, mais voilà. Hop. Et alors l'idée, ce serait d'avoir comme référence que ce cercle ne dépasse pas les 2 roues là en dessous. Voilà, et ça devrait donner une taille qui correspond grosso modo à ce que serait l'hélice de cet avion. Donc je vais revenir en mode rendered et je vais le placer là où il doit être, quelque part dans ce coin-ci. On ne verra jamais vraiment l'avion de face, donc ce n'est pas très grave. L'important c'est que d'ici ça donne quelque chose d'intéressant. Alors l'idée c'est que maintenant on va lui mettre une texture pour lui donner l'impression qu'on a l'hélice qui tourne. Enfin c'est une seule hélice dans le cas de cet avion. Donc cette texture, on va aller la chercher, mais il faut d'abord lui créer un matériau. Nouveau matériau. On ne va pas utiliser le Principal BSDF dans le cas de cette hélice. On va utiliser deux autres nodes, deux autres shaders. On va prendre un diffuse. Diffuse, donc c'est en gros une couleur. Ça s'intéresse juste à la couleur, sans éclat de lumière. Et on va prendre une transparence, donc un shader transparent. Et l'idée, c'est on va mélanger les deux et on va avoir une texture qui va rentrer dans le diffuse pour donner de la couleur, et l'alpha de cette image qui va rentrer ici dans le diffuse va servir à mélanger ces deux shaders. Donc voyons comment ça se passe.
Mélanger deux shaders, ça veut dire que j'ai besoin d'un mixeur de shaders. Donc dans shader, j'ai un mix shader, un mélangeur de shaders. Voilà, donc j'ai une première entrée, une deuxième entrée, et ceci vient dans ma surface. Donc là, pour le moment, rien de nouveau, forcément, puisque tout est blanc. Je vais aller ajouter une texture, image texture, et je vais chercher cette texture que je n'ai pas encore chargée dans ma scène. Donc open, dans mes sources, c'est Ellis Sobcamel, TIFF. TIFF, ça veut déjà dire qu'on sait qu'il y a un alpha, donc on a de la couleur, et on a un alpha. Un alpha, donc c'est ce qui gère la transparence. Donc si je mets la couleur dans la couleur, je vois ici que j'ai quelque chose qui apparaît et tout de suite je vois un problème. Et ce problème, c'est que je devrais avoir un dessin tout à fait différent et ça ne peut être dû qu'aux UV, aux fameux coordonnées pour placer une texture. Donc, je vais venir dans mon UV Editing avec cet objet sélectionné et je vois quoi? Je vois l'image que je viens de placer dans mon shading et je vois un dépliage UV. Donc je sélectionne le tout. G me permet de déplacer. G comme grab. Et donc ça c'est mon image. Avec les petits carrés ici, je vois qu'il y a de la transparence. Mais ça c'est mon dépliage UV. Et ça ne correspond pas à ce que je voudrais. Moi ce que je voudrais c'est juste un cercle. Donc en fait je voudrais que tous les UV, toutes les coordonnées UV soient comme si je regardais cet objet de face. Donc ça veut dire que ici, rappelons-nous, pour nous mettre de face, il me suffit d'appuyer sur le Alt et de cliquer milieu jusqu'à ce que j'arrive dans une vue front orthographique. Tout est sélectionné puisque tout est orange. Je suis en mode sous-objet par défaut quand je rentre dans le UV Editing. Donc il me met d'office en mode sous-objet. Et ici, je peux appeler le menu qui va me permettre de gérer ces UV ou de créer ces UV. Donc en fait, quand je vais recréer des UV pour un objet, ça va effacer ceux qui existent déjà. Je vais taper U et je vais faire un Project from View. Donc autrement dit, je lui dis, prends ma vue ici que tu as de face et fais-moi une projection d'UV. Donc fais-moi un découpage. Va me chercher les UV en fonction de cette vue-là. Donc je fais un Project from View et j'ai maintenant le cercle que je veux avoir. Ça veut dire que cette face-ci, la face qui se trouve derrière, de l'autre côté, vont avoir exactement la même texture. Mais aussi que sur le côté, ici, toutes les faces qui sont sur le côté, puisque c'est un cylindre, vont aussi avoir les mêmes textures, mais elles sont complètement écrasées. Mais c'est pas grave, parce que je n'ai pas besoin d'avoir de texture ici sur les côtés. Donc je ne me tracasse pas de la chose. Par contre, c'est trop petit. Je vais changer sa taille, S, et on voit tout de suite qu'il y a une relation entre la taille des UV et la manière dont la texture se place. G pour pouvoir déplacer, et donc je vais essayer de replacer au centre, et donc on commence à voir ici quelque chose qui ressemble à le fantôme d'une hélice qui tourne. Donc G, je redéplace un peu, et en fonction de ce que je vois dans ma fenêtre de droite, je sais que ici je suis bien ou pas trop. Alors je vais encore déplacer un petit peu, pas de trop. Si je vais trop loin, je ne vais plus, je vais dépasser ici le bord et donc je n'aurai plus le bord de mon hélice et je ne veux pas ça. Alors c'est pas tout à fait centré, mais quelque chose comme ça devrait faire l'affaire. Donc là maintenant, avec ce dépliage UV, j'ai un effet qui est pas trop mal. Et donc je peux revenir dans mon shading et voir ce que ça donne. Donc on a ici, voilà, donc c'est une hélice brune forcément. Bon, ce brun est un petit peu clair, mais on va régler ça. Et juste un truc, c'est que on disait oui, mais il faut une certaine transparence. Donc pour le moment, on devrait avoir au moins 50% de transparence qu'on n'a pas. On est dans Eevee. Eevee fonctionne d'une manière un peu particulière. Et donc, on doit aller lui dire dans les matériaux, puisqu'on est dans Eevee, que ce qu'on veut, c'est que le blend mode, donc la manière dont les différents matériaux vont se mélanger, on veut que ce ne soit pas en opaque, mais en alpha blend. Donc ça se passe dans les matériaux. Il faut que je détermine que le blend mode est de l'alpha blend. Si je ne fais pas ça, je n'aurai pas de transparence dans Eevee.
Donc Eevee, pour rappel, c'est le moteur de rendu qui me permet d'avoir ce genre d'image ici. Tout à fait génial. Enfin, c'est un goût tout à fait personnel aussi. Bref, mais quand vous aurez fait un peu, si vous faites un peu de 3D, vous verrez que vous n'aurez ça nulle part dans aucun autre logiciel. Donc, maintenant l'idée c'est comment est-ce que on va avoir une vraie transparence. Parce que pour le moment, ce qu'on voit, c'est pas tout à fait transparent, c'est à 50% transparent. Si je fais complètement transparent, ben, je n'ai plus mon hélice, et si je fais de l'autre côté, ben, je n'ai plus non plus la chose. Et donc on va utiliser la couche alpha comme facteur de mélange entre les deux. Donc je prends ma couche alpha et je le mets dans le facteur. Et là c'est génial, sauf que ça me fait exactement l'inverse de ce que je dois faire. Qu'à cela ne tienne, j'ai un node, parce qu'on a toujours un node pour faire tout ce qu'il faut, j'ai un node couleur inverte que je peux aller glisser. Et vous voyez que quand je glisse un node sur un des liens, automatiquement il se connecte. Et maintenant voilà, j'ai l'effet. Petite chose qu'il faudrait encore un petit peu modifier, c'est que ce brun là est un peu clair. Je voudrais quelque chose d'un peu plus foncé, parce que c'est pas normal que ce soit aussi clair. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que entre la couleur ici et l'entrée dans mon shader, je vais modifier la valeur de la couleur. Donc je vais l'assombrir, jouer un peu sur un brightness contrast. Donc je vais aller chercher dans les couleurs, bright contrast, voilà, hop, et je peux descendre, pas trop, hein. Ouais, tout de suite ça me fait quelque chose d'un peu violent, donc je vais plutôt que de prendre ce node là, donc je vais garder ma liaison, je vais plutôt aller chercher quelque chose que j'adore, c'est dans la couleur le RGB curve. Vous vous rappelez, on a déjà utilisé ça juste avant. Et ici, donc, je suis justement dans le réglage de la luminosité. Et si je baisse ma luminosité, je peux faire une courbe qui va me donner quelque chose d'un peu sympa. Voilà. Ah, c'est courbe. Et donc là, on va avoir une hélice un peu brunâtre qui va tourner. En fait, pour le moment, elle ne tourne pas, évidemment, hein. Elle donne l'impression qu'elle est en train de tourner, mais elle est toujours verticale. Il va falloir animer ce cylindre.